58 milliards de francs. Et puis après, vous voyez ici, on a le circuit qu'on a appelé intermédiaire et titrisé. C'est-à-dire qu'on va avoir entre les détenteurs et les immeubles, on va avoir soit des sociétés immobilières, soit des fonds immobiliers, un étage, quelquefois 2 étages, quelquefois plus. Quelquefois, ça peut devenir extrêmement compliqué, cette chaîne de propriété, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura des fonds spécialisés ou des fondations de placement, par exemple, pour les caisses de pension, et certaines seront cotées en bourse, certaines ne le seront pas, mais très souvent, elles vont adopter des critères de gestion qui seront assez semblables aux fonds de placement qui sont cotés en bourse. Alors, qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, parce que c'est là que c'est intéressant. La première chose, c'est que c'est la question de l'évaluation des risques et du rendement. Alors, classiquement, le risque et le rendement, on a tendance à les voir comme des éléments réels, c'est-à-dire qu'on va les évaluer sur le marché local. Est-ce qu'il va y avoir assez de locataires? Est-ce que les loyers sont assez élevés? Etc., etc. Ça, c'est une vision réelle. Et puis, une deuxième évaluation des risques et des rendements, et donc de la valeur des immeubles, elle peut être faite sur les marchés financiers. Et si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 2000, par exemple, on a des fluctuations énormes de la valeur des différents titres. Et des fonds, par exemple, qui possèdent des immeubles, ont également fluctué de manière très importante. Ce qui veut dire, très concrètement, pour prendre une image, que si vous avez 2 immeubles dans la même rue, tout à fait identiques, avec les mêmes locataires, les mêmes loyers, un qui appartient à un fonds de placement coté en bourse, l'autre qui appartient, par exemple, à une famille locale, eh bien, la valeur de ces 2 immeubles peut être extrêmement différente. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais de fait, c'est vrai, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'évaluation se fait de manière différente, parce que les objectifs des propriétaires se font de manière différente, et parce que la fonction économique de ces immeubles est différente. Une fois, on a un actif financier, une fois, on a une valeur de rendement réelle, entre guillemets, sur le marché local. Je reprends les différents étages, les 4 étages, vous les voyez ici, en colonne. Et puis, j'aimerais juste, je ne vais pas vous détailler tout cela, mais revenir sur une ou 2 ressources importantes qui vont caractériser ces différents étages. Prenez les connaissances des marchés immobiliers. L'autopromotion, eh bien, on va passer par des réseaux de personnes, des connaissances. Souvent, même, ça ne passe même pas par la presse. Si vous passez sur le marché immobilier urbain, eh bien alors, là, on va vraiment avoir des professionnels qui connaissent très très bien leur région. Et c'est grâce à cette connaissance, d'ailleurs, qu'ils vont développer des projets qui peuvent être tout à fait profitables, tout aussi profitables que des projets qui seraient développés dans des grands centres. On va croire qu'il n'y a que dans les grands centres qu'on fait du profit. Ça, c'est typiquement la vision du 3e étage. Donc, ici, des connaissances souvent tacites, basées sur les succès récents de ces promoteurs, sur les relations interpersonnelles. Il faut être sur les bons coups au bon moment, il faut avoir des connaissances fines du lieu. Si on passe à l'étage du capitalisme réel, alors là, on change complètement de type de connaissances. Elles sont codifiées, quantifiées, souvent des études de marché, des relations interpersonnelles aussi, mais ce sera par exemple Wüst & Partner. L'annuaire de Wüst & Partner, c'est quelque chose qui est conçu comme une espèce de vision vue d'avion de la Suisse. Vous devez vous mettre dans la peau de quelqu'un qui a du capital, et puis qui se dit, où est-ce que je vais investir? Zurich, Schaffhouse, Morges, etc., etc. Et puis j'ai les chiffres qui me permettent la comparaison. On est dans la démarche de comparaison entre espaces, ce qui n'était pas du tout le cas, bien sûr, dans les étages précédents. Vous voyez ici déjà un petit peu l'idée, où est-ce que je vais investir, etc. Dans l'immobilier financiarisé, alors là c'est encore complètement différent. Je ne sais pas si vous avez... On est vraiment dans la vue de satellite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la documentation de certains fonds d'investissement internationaux. Là vous avez des immeubles alors, qui seront situés à Londres, à Singapour, à Tokyo. Quand la Suisse est sur la carte, c'est Zurich, Genève, mais alors vraiment très très rarement. Et tout le reste de la carte, c'est blanc. Ça n'existe pas. D'accord? Oui, je vais peut-être... Oui, une chose qui est importante à comprendre, les critères et méthodes d'évaluation. Je reviens sur, ici, cette différence entre ces 2 types de capitalisme. Dans la première, on va utiliser des méthodes que vous connaissez probablement, comme les discounted cash flow, les taux de rendement interne, etc. Donc, on va calculer sur une certaine durée le rendement réel, entre guillemets, d'un projet, et puis c'est ça on va pouvoir en déduire la valeur. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on est chez les financiarisés, on est sur le couple rendement-risque
financier cette fois-ci. C'est-à-dire que le rendement, il n'est pas du tout basé sur le rendement tel qu'il se présente localement, mais le rendement, c'est ce qu'on appelle l'indice, c'est l'évolution de l'indice sur les marchés boursiers. Si vous avez fait 2% de mieux que le marché, ben vous avez battu le marché, vous avez un bon rendement, même si le marché a plongé, comme il l'a fait en 2008. Hein? Alors ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que la notion de rendement en termes financiers n'est pas du tout la même que la notion de rendement en termes réels. Hein? Même chose pour les risques financiers. Les risques, pour un financier, consistent à diversifier le portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des matières premières au Brésil, de l'industrie américaine, et puis on se dit, ah ben je veux un petit peu d'immobilier. Et c'est ce qui s'est passé après 2002. Beaucoup d'investisseurs ont voulu mettre de l'immobilier dans leur portefeuille pour diversifier. Et dans certains lieux, on a très bien compris ça. Prenez l'Espagne. L'Espagne des années 2000, c'est une série de promoteurs qui ont parfaitement capté l'histoire et qui ont proposé des projets à des investisseurs financiers qui avaient énormément de capitaux. Ils voulaient sortir de l'industrie financière pour diversifier leur portefeuille. Encore une fois, on est toujours dans le côté. Ici. Résultat, énormément de capitaux qui s'investissaient dans cet immobilier espagnol. Et des projets qui avaient déjà changé plusieurs fois de main avant que le premier coup de pioche soit donné. Et donc, vous voyez toute une chaîne d'investisseurs qui partait à partir de ces projets, sans finalement, on se préoccupe aucunement du fait qu'il y avait des personnes ou pas qui habitent dans ces appartements. Ça n'a, j'allais dire, aucune importance, en tout cas pendant un certain temps. Voilà, alors je reviens un petit peu sur mes étages. Vous voyez ici, on a fait une petite... c'est tout neuf, on essaie d'un petit peu créer des schémas, vous me direz ce que vous en pensez. Si on passe du rural à la métropole, et surtout à la métropole financière, on va avoir finalement un mélange assez différent de ces systèmes de production. Dans les espaces ruraux, on va avoir essentiellement de l'autopromotion et des promoteurs, un marché immobilier, je dirais, un peu classique, avec une offre, une demande, la concurrence, etc. Si vous venez dans la ville moyenne, eh bien, vous allez commencer à avoir déjà un mix intéressant, avec aussi un certain capitalisme immobilier, des investissements de caisses de pension, d'investisseurs institutionnels, d'assurance, etc., etc. Si vous venez dans les métropoles, et surtout dans les métropoles financières, encore une fois, vous allez trouver également une certaine financiarisation de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que les objets qui sont produits par ces systèmes sont très différents. Vous voyez ici la maison individuelle, maison de lotissement ici, etc. Mais par exemple, on a aussi, dans la métropole, on a une forme qui est la coopérative d'habitation, qui a exactement finalement les mêmes objectifs que l'autopromotion. Se mettre en dehors du marché. Cette idée aussi, en partie, d'autoproduction, d'autoconsommation, de focalisation sur la valeur d'usage, etc., sont tout à fait typiques des coopératives d'habitation. Revenons maintenant sur les projets qui sont les plus financiarisés. On a eu l'opportunité d'examiner un peu plus en détail certains grands projets, ce qu'on appelle nous des projets multifonctionnels. C'est des projets de plus de 100 millions de francs, donc, qui sont conçus souvent comme des produits financiers. Les caractéristiques clés de ces projets, c'est la multifonctionnalité. C'est par exemple stade de flotte combiné à des centres commerciaux, beaucoup en Suisse. C'est par exemple ce qu'on appelle des Urban Entertainment Centers, ou alors des business centers avec des bureaux, des hôtels, toutes sortes de choses comme celle-là. C'est une caractéristique, c'est cette multifonctionnalité. Ce genre de projet est basé sur, évidemment, la capture de la rente commerciale, très souvent. C'est ça le cœur, si vous voulez, du projet. Alors, pour donner quelque chose de concret, voici quelques-uns de une bonne partie quand même de ces projets qui ont été construits au cours de ces dernières années en Suisse. Vous voyez, Maladière à Neuchâtel, Sin City, Arena à Saint-Gall, etc., etc. Prenons ce marché des grands projets urbains, et puis regardons cette fois-ci un peu l'offre et la demande, et comment tout cela finalement s'avance. C'est en fait très compliqué. On n'est pas du tout dans un schéma traditionnel d'un marché tout simple, avec un produit industriel qu'on vend contre de la monnaie. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Si on regarde ici l'offre, eh bien on aura un acteur central qui sera la grande entreprise générale, genre HRS, Implenia ou autre, Carl Steiner, et qui va discuter longuement, élaborer, si vous voulez, un projet. On a une sorte de coalition de promotion ici qui va se mettre en place, avec l'idée de produire ce projet et après de le vendre comme un bien marchand. Alors je passe maintenant sur le côté de la demande. Alors la demande, c'est très compliqué. La première chose, c'est qu'il faut dire le premier client
de ces projets, ben, c'est l'investisseur.